On va pas même parler on va évidemment parler de l'objet du livre, du projet théorique, scientifique, philosophique, malgré tout, qu'il y a derrière. Mais tu m'as expliqué déjà qu'il était construit de manière assez simple, en 3 parties, si je ne m'abuse. En effet, il s'agit d'un livre en 3 parties. Première partie naturaliste, deuxième partie histoire des religions, troisième partie, schématisant, psychanalyse, c'est-à-dire évocation plus exactement de problématiques freudiennes, avec regard évidemment de Freud sur Darwin, et nous revenons ainsi par ce biais à la partie naturaliste. Alors si on peut développer un tout petit peu déjà en préambule les 3 parties, et ensuite ce qui va permettre comment dirais-je, au travers de la problématique que tu abordes, d'arriver à les mettre en rapport pour une conclusion, que je te laisse nous livrer ensuite. Eh bien, dans la partie naturaliste, qui est la première, consiste à développer un rapport que Darwin pointe d'une manière extrêmement subtile dans la filiation de l'homme de 1871 entre certaines parades nuptiales et certains combats de mâles dans le règne animal, bien sûr, et à l'autre extrémité d'une chaîne dont on peut imaginer qu'il se la représente, la morale kantienne du sacrifice de soi comme forme ultime, effectivement, de la réalisation morale. Cette juxtaposition chez Darwin m'a paru absolument fascinante, tout simplement parce qu'elle est une ironie par rapport à la philosophie et qu'elle la court-circuite d'une certaine manière, d'une façon que je trouve absolument géniale. Il y a quand même un certain nombre d'années que dans l'effet Darwin, j'avais développé, pour la première fois peut-être, ces thèmes qui tournent autour de ce que j'ai nommé la propension autosacrificielle du mâle lors des parades chez les animaux qu'on a coutume dans l'histoire naturelle d'appeler des animaux supérieurs. C'est-à-dire, je ne polémiquerai pas sur... pas de polémique idéologique sur ce terme, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, à cause d'un, je dirais, politiquement correct, de plus en plus répandu, sont choqués que l'on parle d'animaux supérieurs, d'animaux inférieurs, etc. Donc, pour leur faire plaisir, je dirais des vertébrés homéothermes, et tout le monde comprendra. Alors, chez ces vertébrés homéothermes, qu'il s'agisse d'oiseaux ou de mammifères, il est fréquent, effectivement, que dans les périodes prénuptiales, on assiste à des parades où le mâle se pare d'un certain nombre de caractères ou d'organes soit qu'il ne possède pas le reste de l'année, c'est le cas du cerf qui n'acquiert véritablement ses bois qu'à la période des amours, et c'est le cas également de la pousse exceptionnelle de parure de noces chez certains oiseaux, comme les oiseaux de paradis, qui sont assez célèbres pour cela, en tout cas certains d'entre eux. Et dans toutes ces espèces qui ont la caractéristique commune d'être polygames, eh bien, on constate une sorte de déploiement somptuaire s'il s'agit par exemple de certains oiseaux de paradis, de ce qu'on appelle la parure de noces, c'est-à-dire un plumage formidablement abondant, généralement brillant, et qui représente pour l'oiseau en question une sorte de charge temporaire qui risque fort effectivement de gêner son vol ou son envol lorsque il risque d'être en quelque sorte la proie d'un animal qui souhaiterait s'en emparer. Un prédateur possible, alors... C'est ça, au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Et Darwin déjà le soulignait. Je précise que les oiseaux de paradis n'ont guère de prédateurs, mais contrairement à ce
que disent certains naturalistes, ils en ont quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'oiseau qui ne soit pas, une fois dans sa vie, en danger, même si justement les oiseaux de paradis bénéficient d'une chance, je dirais, liée à leur milieu de vie, qui les garantit d'une prédation sévère. Bien. Alors, le phénomène le plus important, commun par exemple aux oiseaux de paradis, mais aussi à beaucoup d'autres oiseaux, bien sûr, et aux cerfs et à certains donc grands mammifères, c'est d'être, pendant la période prénuptiale, chargé de ce que nous interprétons immédiatement comme des ornements temporaires qui vont à la fois leur permettre d'être attractifs pour les femelles, qui vont leur donner donc en termes darwiniens de chances accrues d'être choisies par elles, et en même temps leur faire courir un risque qui est celui d'être affaiblis dans les relations normales, je dirais dans les relations qu'ils doivent entretenir avec leur milieu pour ne se trouver jamais par rapport à lui en situation de danger extrême. On sait que les bois des cerfs sont une charge exceptionnelle pour eux, une dépense énergétique. On sait qu'ils représentent un poids. On sait également que plus ils sont développés et plus ils risquent en milieu forestier d'être des handicaps. On comprend aisément. Il y a donc chaque fois une sorte de connexion entre un avantage accru sur le plan de la sélection sexuelle et un désavantage acquis sur le plan de la sélection naturelle. Alors, cela posait bien sûr un problème théorique, ça en pose peut-être encore à certains commentateurs de Darwin, mais ces choses peuvent s'expliquer assez facilement. Le cerf possède des bois qui sont l'analogue de cornes chez d'autres herbivores, et ces cornes chez ces herbivores, ça, en général, à la défense. On notera, et on le vérifiera en lisant Darwin, que ces bois du cerf ne sont pas extraordinairement adaptés au combat, dans la mesure où, comme le dit très bien Darwin, une simple pointe rectilinéaire et acérée aurait été bien sûr beaucoup plus efficace. Et par ailleurs, ces bois, plus ils sont complexes, plus ils sont développés, risquent de permettre, lors des affrontements réels avec d'autres mâles, une intrication des ramures qui fait qu'on a souvent retrouvé, emmêlés par leur bois, deux squelettes de cerfs qui n'ont jamais pu se désintriquer. Il y a donc là quelque chose qui établit d'une manière assez claire le rapport entre le désir de copulation et la mort. Eros et Thanatos. Alors bien sûr, nous y venons forcément. Nous y venons forcément, et ce n'est pas du tout abusif, parce qu'on trouve dans la nature, effectivement, beaucoup de combats de mâles qui sont extrêmement violents et sanglants, alors que par ailleurs, Darwin dit avec raison que ces combats, d'une manière générale, ne sont pas destinés à tuer effectivement l'adversaire, mais comportent un élément de ritualisation qui fait que le résultat en est plutôt une disqualification temporaire. Il n'y a pas non plus d'exclusion définitive de la compétition sexuelle. Les choses pourront reprendre et finalement chaque mâle trouve d'une manière ou d'une autre une femelle avec laquelle s'accoupler. La ritualité est également très forte chez les oiseaux, dans les différentes espèces. Alors ce phénomène nous oblige à penser que dès que
un choix d'objets s'opère dans le monde animal, il y a une exposition du mâle, et cette exposition le rend vulnérable. On le voit par exemple d'une manière non exceptionnelle chez les faisans qui, eux, conservent pendant toute leur vie d'adultes, je parle des mâles, un plumage aux couleurs extrêmement vives qui, d'une manière permanente, bien sûr, attire sur l'attention des prédateurs. Mais les conduites de parade sont extrêmement intéressantes parce que les comportements de parade sont intéressants, parce qu'ils nous portent à nous interroger sur ce que savent les oiseaux, par exemple, lorsqu'ils se livrent à ce genre d'exercice. Je prends l'exemple quelque part du faisan Amherst, c'est un très beau faisan de Lady Amherst, très très beau faisan dont parle Darwin, et qui dispose d'une collerette extrêmement fournie, et lorsqu'il accompagne la femelle dans une sorte de comportement de harcèlement amoureux, eh bien, il déploie du côté où se trouve la femelle la partie de la collerette qui, évidemment, est visible par elle, en découvrant ainsi, que le font d'ailleurs d'autres faisant dans les mêmes circonstances, toutes les parties de son corps qui sont susceptibles de présenter les couleurs les plus attractives, les plus extraordinaires, de sorte que la femelle puisse les percevoir. Ce qui suppose évidemment qu'il possède une conscience de son propre corps, des parties de son propre corps qui sont susceptibles d'attirer vers lui ce que j'appellerais le désir de sa future, peut-être, partenaire, et en même temps une conscience de l'angle sous lequel il doit être vu, c'est-à-dire se présenter également pour susciter son choix. Donc tout cela, bien sûr, pose des questions à l'éthologiste qui ne sont pas seulement les questions que je pose ici, mais qui concernent véritablement la manière dont la conscience animale, dans de telles circonstances, fonctionne et éventuellement est capable de se saisir elle-même, car je ne reconnais pas véritablement de pertinence dans le monde animal, à différents étages bien sûr, à la distinction systématique entre conscience et conscience de soi, qui est souvent un artifice philosophique dont il faut peut-être se méfier un peu. On pourrait parler d'organismes beaucoup plus élémentaires, chez lesquels cette distinction est absolument impossible. Alors, donc, le premier point, c'est de prendre acte simplement du fait que, d'une manière totalement objective, chaque fois que un individu, généralement le mâle, mais il s'agit plus exactement de celui qui possède l'initiative de la poursuite amoureuse, ce n'est pas toujours le mâle, c'est parfois la femelle, mais les cas sont extrêmement rares. Eh bien, chaque fois donc que le sexe qui possède l'initiative de la poursuite amoureuse cherche à conquérir tout simplement sa partenaire ou cherche à la séduire, et je ne recule pas devant l'emploi de ces termes, on verra pourquoi tout à l'heure, eh bien, il se met en danger, il attire sur lui des dangers auxquels habituellement il échappe, et il se met très souvent dans l'incapacité de fuir. C'est le cas notamment du cerf, dont les bois se sont parfois développés au point d'être de véritables handicap, d'une fuite éventuelle dans les taillis. Donc, connexité entre ornementation de soi et mise en danger de soi. Ça, c'est ce que nous apprend l'observation éthologique, l'histoire naturelle, et ça nous fait bien entendu réfléchir, et Darwin a réfléchi. Dans la filiation de l'homme, c'est à propos du cerf précisément qu'il évoque
en faisant un saut prodigieux, la morale de Kant. Il évoque bien sûr toutes les possibilités, tous les scénarios qui peuvent être réalisés lorsque le cerf est en rut. Il montre qu'il y a danger à différents niveaux de son comportement. Et il met cela brutalement en rapport avec la notion du sacrifice chez Kant. Le sacrifice de soi, qui est, dit Darwin, la forme la plus élevée du comportement moral. Chez les humains, bien sûr, puisque Kant ne parlait que d'eux. Il ne serait pas venu à l'esprit de Kant d'invoquer aucun exemple emprunté au monde animal. L'idée, bien sûr, qui s'impose, c'est que là se trouve peut-être une voie à explorer pour trouver cette articulation entre l'histoire naturelle et la morale, qui serait elle entièrement naturaliste, entièrement matérialiste, et qui échapperait effectivement à cette sorte d'incompréhensible nécessité de saut qui semble s'imposer lorsque l'on suit finalement tous les grands moralistes qui ont comme point commun de considérer qu'on ne peut parler de morale ou d'éthique qu'à partir de l'homme. Oui, même quand ils utilisent la fable, parce que ce sont des animaux complètement anthropomorphisés qui ne sont là que symboliques. Là, c'est l'inverse. On prend l'animal pour son animalité et son absence de culture, on va dire, pour dire les choses. Alors, ce n'est pas forcément... oui, je pense que la question de l'anthropomorphisme est fondamentale, parce que je lis partout, comme souvent, des choses profondément inexactes et non pensées. On reproche parfois à Darwin des formulations anthropomorphiques. Bien. Par exemple, il parle du sentiment de la beauté chez les oiseaux. Ah, anthropomorphisme, etc. Tout ça est profondément ridicule. Pourquoi? Parce que ce que fait Darwin, en employant les seuls mots dont il dispose, c'est-à-dire les mots de la seule intériorité animale qui peut se connaître elle-même, c'est-à-dire la nôtre, n'est-ce pas? Hein? Bon. Les seuls juges de la... Par exemple, quand il parle de l'intelligence des animaux, il est bien obligé d'en parler à partir de sa propre intelligence. Hein? Et l'intelligence humaine sera toujours juge de l'intelligence animale. Le contraire n'est pas encore arrivé. Alors, donc, ce qui est intéressant dans cette sorte d'incompréhension perpétuelle de la façon dont écrit Darwin, Darwin se plaît à parler du sentiment de la beauté chez les oiseaux. Il se plaît à évoquer ses efforts de séduction lui faisant au cours de sa parade. Tout simplement parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de trouver dans ce comportement animal un primordium de ce que nous connaissons chez nous et que nous appelons précisément sentiment de la beauté, séduction, conquête, etc. Autrement dit, au lieu d'anthropomorphiser l'animal, il zoologise l'homme. Et quel est son propos dans la filiation de l'homme? C'est de montrer que l'homme s'inscrit dans la série animale. Donc ça n'est pas l'anthropomorphisme, c'est une didactique, en quelque sorte, du transformisme au sens propre du terme. Nous sommes comme eux, ils sont comme nous, sous certains rapports, et la différence entre nous n'est pas une différence de nature, ce n'est qu'une différence de degré. Et alors, bien sûr, tout est permis, lorsque l'on a compris ce phénomène assez simple, eh bien, tout est permis moyennant cette convention au niveau du vocabulaire. Rien n'est plus choquant. Rien n'est plus choquant. Donc, il y a un usage savant de l'anthropomorphisme chez Darwin qu'il faut distinguer des maladresses de certains théoriciens, par exemple du mimétisme, certains théoriciens, descripteurs même du mimétisme, je pense à Roger Caillois, qui eux tombent effectivement dans un anthropomorphisme non savant parce qu'ils sont dans l'admiration des merveilles de la nature.
Et ce sont simplement des littérateurs qui regardent la nature et qui essaient d'en parler. C'était un peu le cas de Fabre aussi, etc. C'était d'ailleurs aussi le cas de Kant, parce que l'esthétique de Kant sont... L'intérêt d'une démarche comme celle-là, c'est peut-être d'aller chercher dans le monde animal l'origine nécessaire, je dis bien nécessaire, de ce que l'on nous a appris à considérer comme nous étant propres. Hein. Par exemple, le symbolisme. Ah. Ce livre est un livre sur l'origine de la morale, l'origine matérielle de la morale, l'origine matérielle du symbolique et l'origine matérielle du sacré. Alors évidemment, c'est ennuyeux pour les gens qui pensent que la faculté symbolique chez l'homme, eh bien c'est quelque chose une sorte d'improvisation de l'espèce humaine. Donc ça va très bien avec toutes les théories du Vatican, hein, même les plus récentes, même les réajustements les plus récents, ceux de 1996, qui nous ramènent d'ailleurs à la fin du 19e siècle, parce qu'on y avait déjà pensé, hein, quand les conseillers, théologiques ou épistémologiques aussi de Jean-Paul II ont essayé de construire quelque chose d'absolument fumeux et d'ailleurs totalement débutant sur le plan théorique. Comme nos conseillers pédagogiques d'ailleurs sont là-dessus, c'était révélateur. Oui, bon, enfin, ne soyons pas trop méchants quand même. Hein. Il y en a qui essaient vraiment d'être efficaces et d'autres qui n'y arrivent pas. Eh bien, l'infusion de la conscience permet de régler le problème et ne règle évidemment rien du tout parce qu'il existe une histoire naturelle de la conscience. Par conséquent, il existe une histoire naturelle de toutes les manifestations de la conscience humaine, donc une généalogie, une phylogénie des formes de conscience. Et le symbolisme ou le symbolique n'échappe pas effectivement à cette loi. Alors l'intérêt évidemment de ce que je suis en train de fabriquer, parce que ça concerne ce livre et probablement un livre qui va suivre, c'est de montrer que le symbolique s'articule au moment où, comme chez le cerf, pourvu d'une immense ramure, le signe de la force devient plus fort que la force elle-même, et sert en même temps à dissimuler une faiblesse acquise. Alors là, ça devient passionnant, parce que ce qui se passe en réalité, si on sait lire Darwin, encore une fois, c'est que les cornes servent à se défendre. Mais lorsqu'elles deviennent aussi énormes, elles ne servent plus vraiment à se défendre. Et elles deviennent un handicap. Mais la sélection naturelle les maintient parce qu'en fait, grâce à la sélection sexuelle, elles ont permis un avantage reproductif, c'est-à-dire d'abord un avantage dans la séduction. Et par conséquent, d'une manière absolument matérielle, se déploie quasiment sous nos yeux, en lisant donc cette théorie un peu géniale, et dans cette succession de fonctions, eh bien, ce que nous voyons naître, c'est effectivement la naissance biologique du symbolisme. Alors, il y a d'autres voies, d'autres... Juste que permets-moi une petite incise, parce que c'est ce qui explique la couverture un peu provocatrice de ton livre. Oui. Et donc une des parties importantes, le sacré, la religion, expression ultime du symbolique, qui évidemment se tient complètement dans le raisonnement dont tu viens de décrire toutes les prémices. Voilà, la très belle, composition qui orne cette couverture de théorie du sacrifice. C'est moi qui l'ai conçue, mais elle a été réalisée par un excellent artiste. Elle représente le corps du crucifié avec une tête de cerf. Une tête de cerf adulte à la saison des amours avec des bois, des ramifications multiples. Bon.
Et on pourrait évidemment penser qu'il s'agit d'un blasphème épouvantable. Eh bien non, parce que la figure du cerf existe dans le christianisme, et l'alliance de la croix et de la tête du cerf existe déjà, ne serait-ce que dans l'emblème de Saint Hubert, qui est le patron des chasseurs. Donc la couverture a un sens véritablement dans ce livre, c'est vrai. Alors maintenant, bien sûr, il y a d'autres éléments dans ce livre que je ne voudrais peut-être pas développer tous. Oui, il faudra acheter et lire le livre, évidemment. Mais en tout cas, cette amorce que je viens de donner est très sérieuse, et j'en dois l'intuition, bien sûr, à la lecture de Darwin. Mais il va de soi que, encore une fois, Darwin n'a toujours pas été lu, malgré tous les efforts, et en particulier la filiation de l'homme continue à poser des problèmes à certains auteurs, certains auteurs de commentaires sur Darwin, et il serait temps peut-être que cette lecture se fasse véritablement dans toutes ces... Enfin, c'est d'une richesse absolument extraordinaire. Donc je recommande encore une fois de lire La filiation de l'homme comme on a pu lire L'origine des espèces, parce que c'est très exactement le livre de Darwin qu'il faut lire lorsque l'on a pénétré la logique de la théorie de la sélection naturelle. Son complément indispensable, c'est la connaissance de la théorie de la sélection sexuelle, et c'est elle qui nous conduit précisément à développer ces thèmes aujourd'hui qui sont infiniment plus sérieux qu'ils en ont l'air. Oui, en réalité, mais ça tu l'avais déjà expliqué notamment dans ta préface à La filiation de l'homme, il s'agit de lire La filiation de l'homme comme la deuxième partie du gros œuvre de Darwin, après l'origine des espèces, comme en quelque sorte une véritable généalogie de la morale, si on voit l'allusion évidemment transparente, et donc comme une critique au sens philosophique évidemment, de la religion comme expression du sacré, une critique au sens où à l'aune darwinienne, en partant de Darwin, comme tu l'expliques fort bien, on a la généalogie d'une morale mais absolument naturelle, et non pas d'une récusation de toute morale ou autre, et sans recours ni au sacré, ni au divin, ni à quelque croyance que ce soit. C'est ce qui en fait, puisqu'elle repose tout simplement sur la sélection naturelle. Là où tu peux t'attirer quand même un certain nombre de critiques que tu entends déjà depuis longtemps, c'est qu'on pourrait te reprocher à la fois de sexualiser, au sens où on parle de racialiser aujourd'hui, et puis aussi, ça tu en as parlé surtout de ça dont je voudrais que tu parles tout de suite, parce que je sais que ça te tient à cœur, à la critique à ta critique de la critique que Freud fait de Darwin, et à ta critique, toi, de la horde primitive. La horde primitive, là, c'est le lieu d'un contresens permanent. Tout le monde a parlé de la horde darwinienne, tout le monde a parlé surtout de la théorie darwinienne de la horde primitive, telle que Freud en rend compte et l'interprète dans Totem et Tabou, qui, en passant, reste un livre majeur, même s'il n'a pas à prétendre à dire des vérités anthropologiques vérifiables dans le détail, etc. C'est une hypothèse remarquablement déployée, et ça reste un grand livre de Freud, quoi qu'on en dise bien. Pourquoi parle-t-on de théorie darwinienne? Tout simplement parce que Darwin est évoqué, mais lorsqu'on va regarder comment Darwin lui-même évoque ce sujet, il n'y a quasiment rien dans La filiation de l'homme où on verrait quelque chose qui ressemble à ça. Bon, on est un peu étonné quand même. Freud consacre des développements considérables à ça. Il cite plusieurs théoriciens qui ont un rapport avec tout ça, Atkinson, Robertson Smith, etc. Mais il ne cite pas l'origine véritable. Et l'origine véritable, Darwin, lui, la cite. C'est un dénommé Thomas Savage, S-A-V-A-G-E, comme un sauvage en anglais, bien nommé, était un entomologiste anglais
qui travaillait du côté de l'Afrique noire et qui, sur la rivière Gabon, a découvert le premier crâne de gorille, pour simplifier un peu. On ne connaissait pas encore les gorilles et on s'aperçoit qu'il existe un groupe de singes tout à fait étonnant, d'une force colossale, avec une structure sociale dominée par des mâles adultes qui ne supportent aucune concurrence autour d'eux et qui donc se réservent, grâce à leur incroyable force, les femelles du groupe. Et dans le passage où il en est question, Darwin articule une question majeure vers le dernier tiers du XIXe siècle, c'est alors s'il faut chercher à quel ancêtre simio humain l'homme ressemble le plus, c'est-à-dire à quel, ou plus exactement, à quel singe actuel ressemblerait le plus l'ancêtre simio-humain, dit-il, de l'homme, est-ce que ce serait le chimpanzé ou est-ce que ce serait le gorille? Eh bien, Darwin a un raisonnement tout à fait clair, limpide et univoque. Il dit le gorille est par nature trop fort et trop agressif pour développer les qualités de sympathie et de tendresse qui sont nécessaires à l'établissement d'une relation sociale qui pourrait effectivement aboutir à la nôtre. Par conséquent, il fait l'hypothèse chimpanzé. Pour Darwin et Huxley, l'origine, c'est beaucoup plus un ancêtre qui serait du côté chimpanzé, qui ressemblerait au chimpanzé. Pour Owen, Richard Owen, je précise pour certains des auditeurs qui vont regarder cette vidéo que Huxley, il s'agit du père. Hein. Thomas Henry. Oui. Et non pas de Aldous. C'est on va dire le fondateur de la ligne, si je puis dire. Et qui était donc le lieutenant de Darwin, si vous voulez. Darwin et Huxley choisissent l'un et l'autre le chimpanzé, et Owen, leur grand ennemi, à ce moment-là, choisit le gorille. Il se trompe, nous savons aujourd'hui que Darwin et Huxley avaient raison, mais toute la fiction freudienne fait le choix du gorille. Et ça ne peut donc pas être un mâle puissant, se réservant toutes les femelles, etc. C'est évidemment la structure gorille. Par conséquent, il n'y a pas de théorie darwinienne de la horde primitive. C'est une théorie owenienne, ça aurait été exact, mais non pas darwinienne. Voilà donc pour ce qui est de la théorie de la horde primitive. Mais en fait, dans l'articulation freudienne de la théorie de la horde, ce qui se passe, c'est finalement quelque chose que l'on pourrait regarder comme théorie de l'origine de l'égalité. Fondée sur quoi? Sur ce que j'appelle le renoncement, sur ce qu'on appelle depuis Freud le renoncement pulsionnel. Alors je rappelle le mythe freudien, si je puis dire, ou ce que Freud imagine. Il imagine qu'un père puissant, dit-il, extrêmement redouté par l'ensemble de ses enfants, mais en même temps admiré pour la protection qu'il apporte et pour la force qu'il déploie. Ce père a comme caractéristique, comme celle du gorille que nous venons d'évoquer, d'interdire à ses fils l'accès aux femelles du groupe, parce qu'il se les réserve. Et il advient qu'un jour, les fils se coalisent, tuent le père, et, comme c'est normal de la part de barbares primitifs, dit Freud, c'est une incise de Freud, le mangent. Et
Ils éprouvent donc simultanément un sentiment de triomphe, mais également un sentiment de chagrin et de détresse. Et c'est l'origine de ce sentiment extrêmement important pour la psychanalyse que l'on nomme l'ambivalence. Ils ont tué le père, ils se sont débarrassés en quelque sorte de sa domination. Et bien sûr, le mouvement le plus naturel et le plus immédiat de chacun des fils associés dans ce meurtre sera de vouloir pour lui-même la puissance qu'avait le père qu'ils viennent de mettre à mort. Mais ils comprendront très vite que si quelqu'un d'entre eux remplace le père et renouvelle ses comportements, il sera à son tour nécessairement mis à mort, et que on renouvellera constamment cette obligation de meurtre, et en quelque sorte le problème ne sera pas réglé. Et pour régler ce problème, il va falloir que les fils qui se sont associés dans le meurtre du père renoncent tous ensemble à la possession des femelles du groupe. Autrement dit, ils s'infligent à eux-mêmes le fait d'obéir au commandement du père dont ils vont faire le totem de leur tribu. Sous une figure d'animal, bien sûr. Et chaque année, il y aura une commémoration festive, en quelque sorte, de la victoire des fils sur le père, donc de l'exécution du père, et qui va transgresser rituellement et solennellement l'interdit alimentaire qui pèse sur le totem, c'est-à-dire qu'ils vont manger un morceau de l'animal totem, celui qui symbolise effectivement le père disparu. Et ces manifestations de joie et de fête s'accompagneront également de pleurs et de sanglots, ce qui reconduit la fameuse ambivalence constitutive de cette situation commémorative. Alors voilà donc le scénario freudien. Ce que s'imposent les associés, les fils auteurs du meurtre, c'est de renoncer à leur tour à ce que leur interdisait le père. Mais, chemin faisant, ils ont découvert une première forme de contrat et une première forme d'égalité. Et l'égalité à laquelle ils parviennent entre eux par rapport à leur situation à l'intérieur de la tribu, eh bien, elle est due, cette égalité, à ce que l'on nommera donc, après Freud, le renoncement pulsionnel. Et ce renoncement pulsionnel, bien sûr, bien que le terme évidemment ne puisse être employé par lui, c'est ce que Darwin décrira dans tous ses essais d'explication de la genèse de la morale dans la filiation de l'homme. On renonce à un désir immédiat, égoïste et bestial, pour s'en remettre à l'instinct social dont la force est plus grande dans la durée, c'est-à-dire celui qui préserve l'estime de soi à travers l'opinion d'autrui, celui qui garde entières les relations de sympathie avec les congénères, celui qui ne rompt pas les accords de la société. Et cette notion freudienne de renoncement pulsionnel, elle est mise en œuvre en quelque sorte, d'une manière très explicite par Darwin, dès ses premières descriptions de ce qu'a dû être effectivement l'origine réelle de la morale à l'intérieur d'une société d'hommes commençant à s'organiser socialement. Alors c'est pour le Christ, le sacré.
le sacrifice. Ah, alors là, si nous rentrons effectivement... Y compris le sacrifice de l'incarnation divine. Je ne veux pas raconter tout ce livre. Non, non, tu ne racontes pas tout le livre, mais enfin, on me fait faire des choses que mes éditeurs un indice pour inciter justement le lecteur à découvrir ce que tu en dis dans le livre. Écoute, je vais tout simplement dire une chose, mais je n'irai pas plus loin sur le christianisme parce que je ne veux pas simplifier démesurément un développement qui est peut-être spécialement sensible. Oui, et que tu as quand même conduit de manière scrupuleuse et très méthodique dans le livre. Je vais simplement dire une chose qui va certainement donner envie à certains d'aller voir de plus près. Il y a une originalité étonnante du christianisme par rapport à la question du sacrifice. Très étonnante. Quel est le schéma de tout sacrifice dans l'histoire de toutes les religions? Moment numéro 1. La victime est vivante. Moment numéro 2. La victime est mise à mort. Moment numéro 3. On partage son corps et on le mange. Le corps est morcelé, distribué. Comment ça se passe avec le Christ? Eh bien, c'est exactement l'inversion de ce schéma. 1. Le corps du Christ est partagé, hoc est corpus meum. C'est la scène. Oui. 2. Le corps du Christ est mis à mort, c'est la crucifixion. 3. La victime est vivante, c'est la résurrection. Ce n'est pas la seule originalité du christianisme. C'est peut-être aussi la seule religion où Dieu se sacrifie. Alors, il faut voir ça vraiment de plus près. Un sacrifice est généralement une transaction dont on attend une contrepartie. Eh bien, il y a aussi une contrepartie dans le sacrifice du Christ qui n'est pas intégralement un auto-sacrifice au sens où la morale laïque l'entendrait, le voudrait. Donc il y a une faille dans le christianisme qui permet effectivement certains paradoxes dont je parle dans cette partie. On ne va pas en dire trop, on a déjà dit pas mal sur cette troisième partie. Donc là on a évoqué les trois parties, naturaliste, on va dire psychanalytique, freudienne, sacrée, christique, religieuse. Et alors, une idée, là aussi juste une idée sommaire de la conclusion. Est-ce qu'il y a une conclusion? Ben voilà, il n'y en a peut-être pas, mais enfin, il y a quand même une idée derrière cette démarche argumentaire et ce rapprochement, on va dire argumentatif. Oui, argumentatif, absolument. Et quasiment ces rapprochements qui relèvent de notre vieux passé structural, on va dire. Parce qu'on a des parentés de structure dans tout ça. Oui, bien sûr, mais alors justement, s'il faut se substituer au travail du lecteur qui va... Oui, on ne va pas tout lui expliquer. C'est dommage. Donc juste une conclusion, mais qui ne l'incitera qu'à découvrir la conclusion. Bon, alors je vais dire, pour faire plaisir à beaucoup de mes amis et des gens qui me parlent en ce moment, beaucoup de Qu'est-ce que le matérialisme, qui était le livre précédent, eh bien voilà, c'est un complément que j'apporte, il y en aura peut-être encore un ou deux autres, pour la construction d'un matérialisme intégral. Une véritable théorie matérialiste du devenir qui englobe bien sûr, qui part de l'évolution et qui continue avec l'histoire. Tout en, bien sûr, se gardant bien des erreurs méthodologiques que l'on peut faire à ce propos. L'histoire met en œuvre des données qui ne font pas partie de ce que l'évolution antérieure a produit, ce que cette évolution a produit plutôt, mais il ne faut pas oublier qu'il est impossible de penser l'histoire si on ne pense pas en permanence que l'évolution recouvre l'histoire, que cette relation n'est pas inversable. C'est-à-dire que le propos, qui est l'originalité du propos que je défends,
et qui est le seul matérialisme possible à mes yeux, c'est celui qui ne peut pas penser l'histoire en dehors du fait qu'elle est un moment de l'évolution, mais qui est un moment particulier dont les lois ne sont pas réductibles, bien sûr, aux lois de l'évolution. Cela nous convient à mettre en place, à inventer un appareil conceptuel qui nous permette de penser effectivement ce recouvrement de l'histoire par l'évolution et de penser stratégiquement la façon d'agir à l'intérieur d'un monde qui bien sûr obéit à des règles historiques et qui continue malgré tout à être l'héritier d'un monde gouverné par les lois évolutives. Donc j'essaie effectivement de comprendre ces réactions de l'évolution vers l'histoire et la façon dont l'histoire les répercute malgré toute l'autonomie qu'a gagnée l'homme lorsqu'il s'est mis à transformer profondément son milieu en adjuvant de survie, c'est-à-dire à échapper dans une très grande mesure à la sanction de la sélection naturelle.